Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. L'Assemblée nationale va se pencher cet après-midi sur 2 motions de censure sur le refus du Mercosur, la vôtre et celle du Rassemblement national. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir en quelque sorte renverser la table sur ce sujet-là, alors que la France, et à travers elle Emmanuel Macron, a voté contre le traité à Bruxelles ? Non, parce qu'en fait, rien n'a été fait pour essayer de rassembler une coalition permettant d'empêcher cette signature. On sait qu'Emmanuel Macron... il a essayé avec l'Italie, il y a quand même la Pologne, la Hongrie, l'Irlande. D'accord. On sait qu'Emmanuel Macron, quelques semaines avant que nous proposions, nous, France Insoumise, au Parlement, une résolution qui était adoptée par tout le monde, tous les députés, qui d'ailleurs, à mon avis, l'a fait réagir, demandant que la France ne signe pas le Mercosur, Emmanuel Macron s'exprimait de manière favorable au Mercosur. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tenté de rassembler, il n'a pas tenté non plus d'établir un rapport de force. Nous souhaitions, par exemple, que si la France ne signait pas ce traité, la France, pays bientôt le plus peuplé d'Europe, deuxième puissance économique, dise, par exemple, si jamais ce traité est appliqué, nous, on arrêtera de payer la différence de budget européen qui fait qu'on est très largement créditeur au niveau du budget européen. Qu'on ait, j'allais dire, quelque part une pression. Ce n'est pas ce qui a été fait. Et donc, on se retrouve aujourd'hui complètement marginalisé dans un système qui permettrait de le dire, de l'Union européenne, qui pose quand même un problème, c'est que ça serait un peu fort de café qu'un traité nous concernant soit appliqué alors que nous ne sommes pas d'accord. Mais à quoi ça sert, je repose un peu ma question différemment, de renverser le gouvernement en France alors qu'on sait que la suite se joue au Parlement européen? Est-ce que c'est pas un petit peu un prétexte? Non, par exemple, vous pouvez appeler à la Cour européenne de justice, et ça, nous pourrions le faire. Apparemment, le Parlement ne le fait pas. Deuxièmement, là, ce que nous contestons, et c'est un peu une censure pour l'ensemble de l'œuvre internationale du gouvernement de M. Macron et de son gouvernement. Il y a le Mercosur, mais vous avez vu que dans notre motion, nous parlons aussi des réactions d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la politique internationale, et notamment la manière dont Donald Trump enfreint le droit international absolument partout, menace la Groenland. Et nous trouvons là aussi que la France n'est pas assez forte, ne fait pas entendre suffisamment sa voix pour condamner ce qui se passe. Donc pour l'ensemble de ces choses, eh bien, nous estimons qu'il faut censurer ce gouvernement minoritaire et qui continue, j'allais dire, à aligner les erreurs et les fautes. Cette motion de censure, a priori, ne passera pas. Les Républicains et surtout les socialistes ne vont pas la voter, donc ça va être un coup pour rien. Peut-être, mais comment voulez-vous, à un moment donné, protester autrement que par une censure? Donc nous le faisons. Après, c'est la responsabilité de ceux qui ne la voteront pas. Sans doute parce que finalement le Mercosur ne les gêne pas autant que cela, parce que sinon ils la voteraient. Hier, le Premier ministre a annoncé une loi d'urgence agricole, auquel s'ajoute déjà un plan de 300 millions d'euros pour les agriculteurs, sauf que ces fonds ne pourraient être débloqués que lorsque la France aura un budget. L'urgence, est-ce qu'elle n'est pas plutôt là, sur le budget? Un budget qui semble à portée de main, c'est ce que dit Roland Lescure, le ministre de l'Économie, et un compromis qui semble possible parce que le PS semble aller vers ça. Je sais pas, Roland Lescure, ça fait des mois qu'il nous annonce que le budget est à portée de main. Vous remarquerez qu'on est maintenant en janvier, qu'il n'y a pas de budget. Simplement parce que ce texte est minoritaire. Vous me parlez de l'agriculture, c'est intéressant. Alors, on nous fait un chantage. Les agriculteurs quittent Paris. Oui, de la FNSEA quitte Paris. Oui, certains se félicitent effectivement des échanges qu'ils ont eus avec le gouvernement. Peut-être que c'est d'ailleurs la FNSEA est peut-être venue pour ça, alors qu'ils étaient complètement en dehors du mouvement animé. Syndicat majoritaire tout de même. Oui, peut-être, mais dans les mobilisations, ce n'était pas eux qui étaient en avant. Peut-être sont-ils venus pour ça, pour donner un peu, j'allais dire, un satisfecit au gouvernement au moment où le Mercosur risque d'être voté, va être voté ce week-end et qu'ils y sont opposés. Enfin, ça, c'est leur problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, parlons de l'agriculture. Dans le budget aujourd'hui, si le budget est voté, et en commission, cette partie-là a été votée, en 2 ans, ça sera moins 18% du budget de l'agriculture. Alors après, on peut nous dire ce qu'on veut, on peut nous dire, mais vous comprenez, parce qu'il n'y a pas de budget, vous limitez les budgets, mais en réalité, ceux qui limitent les budgets de l'agriculture, comme d'autres domaines d'ailleurs, la culture, le sport, l'économie, le travail, je pourrais toutes vous les accumuler, c'est ce gouvernement. Donc nous, on veut empêcher un gouvernement et un budget qui impose 18% de baisse en 2 ans au budget de l'agriculture. Mais je le rappelle, un plan de 300 millions d'euros auquel va s'ajouter cette fameuse loi d'urgence agricole dans laquelle il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses qui étaient demandées par les agriculteurs. Oui, mais les 300 millions d'abord ne compensent pas ces 18% en moins. Premièrement. Deuxièmement, c'est des annonces, et on verra bien ce qui va se passer. Ce gouvernement nous a habitués à avoir des annonces qui ne sont pas suivies des faits. Et puis, troisièmement, au niveau des 300 millions, au niveau de l'argent qui a été mis, je rappelle qu'on a une loi spéciale et que le gouvernement a décidé d'appliquer de manière minimaliste la loi spéciale pour faire pression pour l'Assemblée, alors que la loi spéciale duplique tous les budgets de 2025. Donc,
sans attendre, il pourrait très largement dégager ce fonds. Selon toute vraisemblance, hein, on se dirige vers un 49-3. Et après tout, est-ce qu'on ne peut pas se dire les Français sont lassés, c'est important effectivement que la France se dote d'un budget, d'autant que cette loi spéciale dont vous parlez, elle est très coûteuse. Alors ça, c'est la petite musique qu'on dit, les Français sont lassés. Je crois que les Français sont lassés d'avoir un exécutif minoritaire battu en juillet dernier et qui essaye coûte que coûte de faire passer un texte qui continue à avoir ce principe. Faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, par tous les moyens. Le Sénat en a encore fait là, lors du passage. Et c'est nous tous qui les payons, par des coupes budgétaires, par des tranches d'impôts qui ne sont pas indexées, etc. etc. Nous, on refuse cette situation. Et ce que nous disons, c'est que là, on a une loi spéciale. Et tant qu'à faire, il vaudrait mieux un retour aux urnes, battre ce budget, et puis revenir à l'Assemblée nationale avec un cap clair, de façon à avoir un budget. Mais non, ce n'est pas vrai. Un mauvais budget n'est pas préférable à pas de budget du tout, sauf que la loi spéciale permet de durer quelques mois. Il y a aussi une petite musique, celle du recours aux ordonnances. Pour vous, ce serait pire finalement qu'un 49-3 ? Ça, c'est clair. C'est que le retour aux ordonnances, c'est le texte initial. C'est-à-dire Alors, il y a une petite bataille de constitutionnalistes. Non, il n'y a pas de bataille de constitutionnalistes. Mais effectivement, a priori, c'est le texte puisque initial. Le gouvernement s'est exprimé de manière très claire il y a plusieurs semaines là-dessus. C'est le texte initial. Donc, le texte initial, les ordonnances, OK, ils passeraient le budget, mais ils savent que dès le lendemain, ils seraient certainement censurés parce que même les socialistes ne pourraient pas laisser passer le texte initial, qui est quand même le musée des horreurs de coupes budgétaires. Donc, ça m'étonnerait qu'ils l'utilisent. Je pense que c'est plutôt un moyen de pression, en réalité fait à la fois sur le gouvernement, je pense que ça vient de l'Élysée, si vous voulez mon avis, plus sur les socialistes, pour que tout ce beau monde aille très vite sur un 49-3, qui ne débouche pas par une motion de censure, en échange de peu de concessions. Voilà où on en est, et nous, on s'opposera évidemment à cette situation. Un mot sur ce qui se joue en ce moment en Iran, hein, le soulèvement du pays contre le régime des mollahs qui semble se poursuivre. Je dis semble, hein, parce que effectivement depuis quelques jours, il n'y a plus de son, plus d'images, très peu d'informations. L'Iran est coupé du monde, mais on parle déjà d'un massacre. Oui, malheureusement, oui, c'est manifestement très vraisemblable. Plusieurs milliers de personnes qui sont massacrées. Écoutez, il faut être solidaire, se mobiliser. Malheureusement, vous savez que les informations sont coupées. On a quand même des informations, parce qu'on a des contacts avec des opposants iraniens de gauche, et il faut soutenir à tout prix la mobilisation populaire en Iran. Contre le régime des mollahs ? Bien sûr, contre la théocratie des mollahs, théocratie islamiste des mollahs, c'est une mobilisation à la fois sociale et pour les libertés. Donc il faut la soutenir. Je vous entends dire théocratie islamiste. Oui, on n'a jamais eu de problème avec ça. Pourquoi Manon Aubry récemment s'est refusée à employer le terme ? Je ne sais pas si elle l'a fait, mais en tout cas on n'a jamais eu de problème à utiliser ce terme depuis des années. Et le courant politique dans lequel je suis, vous pouvez regarder toutes les traces, n'a jamais été tendre avec les mollahs. En revanche, alors je saute un peu sur un autre sujet, mais vous avez du mal, enfin je dis pas vous, hein, mais dans votre camp, à dire que Nicolás Maduro est un dictateur. C'est intéressant ça. Vous allez aborder la question du Venezuela, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui... Je vous écoute et je passe d'un sujet à un autre, oui, mais enfin, parce qu'on est sur les mots, et l'emploi des mots est important. Non, je ne sais pas si c'est... La question n'est pas de caractériser le régime de Nicolás Maduro, dictature, régime autoritaire ou ce que vous voulez, puisque on pourrait en discuter des heures. Ce qui est important, mais ça, vous n'avez pas de problème avec ça. La situation actuelle vis-à-vis du Venezuela, c'est que vous avez un pays, les États-Unis, qui enfreint le droit international, qui estime qu'il peut kidnapper un dirigeant d'un pays souverain, qui peut menacer la Colombie du même problème, et qu'il peut envahir le Groenland. Je l'ai entendu par rapport au Premier ministre groenlandais dire qu'il ne le connaissait pas, etc. Et donc on ferait mieux dans les quelques secondes que j'ai... Moi, à mon avis, celui qui menace la paix du monde aujourd'hui et le droit international, c'est Donald Trump, et on ferait bien d'être un peu plus ferme sur les condamnations de ces jaziges. Mais on peut aussi concéder, on peut dénoncer l'intervention américaine au Venezuela tout en disant que Nicolás Maduro est un dictateur. Mais si vous voulez le dire, ça vous regarde. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Nicolás Maduro soit libéré, puisse revenir au Venezuela, et que le peuple vénézuélien décide de son destin et de la suite des événements. Mais la répression politique, les violations des droits fondamentaux, les arrestations arbitraires, tout ça, ça ne fait pas un dictateur à l'arrivée. Est-ce que vous pensez réellement que c'est pour ça que Donald Trump est intervenu ? Je vous pose la question. Non, mais lui qui a des milices fascistes, par exemple ICE aux États-Unis, qui sont en train de semer la terreur, est-ce que vous pensez réellement... Il le dit d'ailleurs, c'est pas pour ça, c'est pour le pétrole, c'est pour une emprise sur tous les pays d'Amérique latine. Donc la question, les quelques minutes que j'ai avec vous sur cette question, regardons le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est aujourd'hui
un pays américain qui est en train de virer vers le fascisme, d'une manière très nationaliste et impérialiste, et met en menace la menace du monde. Et malheureusement, la France réagit peu par rapport à ça. Je crois que c'est ça le problème. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été notre invité, Alix. On vous retrouve à 8h20 pour Tout est politique. Et on parlera évidemment de ce budget et du possible 49.3 à venir.